Et à tous, en ce 117e jour de course, nous sommes le vendredi 26 octobre, toujours à Hobart, au Yacht Club de Tasmanie. On va faire un petit retour sur tout d'abord, écoutez, la grosse perte quand même de la semaine, c'est Loïc Lepage qui a malheureusement dématé, et ce qui a entraîné son évacuation et puis l'abandon de son bateau qui a coulé maintenant. Mais enfin, lui, il est sain et sauf. Et alors, c'est intéressant parce qu'il a profité d'être sur le raquier pour nous euh, recontacter et pour nous donner un petit peu les éléments qui nous manquaient sur son avarie. Et en fait, il s'est avéré juste avant qu'il n'appelle la direction de course, en fait, il a entendu un grand bang et quand il s'est extrait de son bateau, il y avait un haubans comme ça qui avait lâché et qui traînait, mais le mât était encore debout. Et il a commencé se préparer pour aller voir ce qu'il pouvait faire sur le pont. Et c'est quand il s'est extrait du bateau qu'un deuxième câble a lâché a priori et que le mât est tombé. Donc à partir de ce moment-là, il a appelé la direction de course et donc c'était un code orange qui a été mis en place. Là, c'était aux alentours de minuit. Mais assez rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau et il n'arrivait pas à se rendre compte d'où ça venait. Parce que c'était sous le réservoir principal d'eau douce et il n'avait pas accès à la fuite. Donc à partir de là, effectivement, dans la mesure où la fuite n'était pas obstruable, il a été décidé d'activer l'IPIRB et donc là de passer en code rouge. Les autorités australiennes avaient déjà été tenues au courant du code orange, mais là on passait en code rouge et à partir de là, les secours se sont mis en place. Il y a un premier avion pardon, qui a été envoyé pour à la fois prendre un contact avec Loïc et puis pour prendre des photos, enfin bref, avoir une idée assez précise de la situation. Et tous les bateaux donc alentours ont été contactés pour voir ce qu'il était possible de faire. Et il s'est avéré que, alors nous au sein de la flotte, on avait Itzvan Kopar qui était à environ 500 000, pas 500 000 je crois, enfin, qui était à peu près 3 jours de route, mais il était dans un vent portant et à partir de là, c'était un petit peu compliqué de faire demi-tour, en tout cas avant 24 heures. Donc c'était une option qui était un petit peu compliquée. Donc en continuant à regarder ce qu'il était possible de faire, il s'est avéré qu'il y avait un vraquier qui était pas très très loin, à 2 jours à peu près de Loïc. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a un autre événement qui se déroule en même temps que la Golden Globe Race qui s'appelle la Longue Route, qui est une célébration en fait de la mémoire de Moitessier, qui consiste, alors c'est pas vraiment une course, hein, c'est un tour du monde qui se déroule quand les gens le décident et qui en fait a permis de contacter Francis Tolan à bord d'un Oceanis 43 qui était finalement le bateau le plus près de Loïc et qui lui s'est dérouté aussi en même temps que le vraquier de façon à ce qu'il y ait deux bateaux susceptibles de le récupérer, voilà, un plan A et un plan B, de façon à se donner le maximum de chances de réussite dans cette entreprise de sauvetage. Donc les deux bateaux se sont rejoints, je crois que le vraquier est arrivé un petit peu avant et Francis juste après. Et ce qui s'est passé, ça c'est une lettre qui nous a été communiquée de la part de Loïc à partir du bord du bateau sur lequel il se trouve maintenant, et qui disait que en fait au départ le plan était de mettre un bateau à l'eau et de le récupérer, donc d'aller récupérer Loïc à son bateau. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que visiblement il y a eu une difficulté technique qui n'a pas permis de mettre le bateau à l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que Loïc, du coup, a été obligé de se rapprocher du bateau, donc au moteur qu'il a réussi à démarrer. Et il y a une échelle qui avait été mise le long de ce bateau. Alors il faut savoir que ce vraquier japonais, c'est un bateau qui fait 180 000 tonnes et près de 300 mètres de long. Il s'appelle Shoshai, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est son nom.
Et donc quand Loïc s'est rapproché, il a effectivement réussi à récupérer l'échelle, mais il y avait quand même 25 à 30 nœuds de vent et 2 à 3 mètres de houle, donc on peut imaginer avec des vagues un petit peu plus hautes. Et finalement, il a réussi à accrocher l'échelle, mais il est assez rapidement tombé sur le pont de son bateau du fait du mouvement des vagues. Donc finalement, c'est une option qui a été abandonnée. Et finalement, donc l'équipage japonais a finalement réussi à mettre un bateau à l'eau, à le démarrer. Et ça a permis donc de récupérer Loïc Lepage. Euh, à ce niveau-là, ce qui est quand même vraiment important de noter, c'est que la présence donc de Francis Tolan était vraiment très très importante, très bienvenue, parce que s'il n'avait pas été là, les secours de Canberra auraient été obligés d'envoyer un bateau de guerre pour aider au sauvetage en offrant un deuxième plan B. Donc ce plan B que représentait Francis Tolan, ça a permis justement d'éviter tout ce déballement de moyens, et ça c'est vraiment quelque chose pour lequel on le remercie beaucoup. Il a fait preuve vraiment de générosité, de sens marin et de solidarité. Voilà, on remercie beaucoup ce skipper, sans qui les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Il a depuis repris sa longue route, et on lui souhaite évidemment une belle navigation, et que son aventure se poursuive dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, merci à Francis Tolan. Et maintenant, on va pouvoir passer un petit peu en revue un petit peu la flotte. Bon, bah, lui, du coup... ah oui, pour terminer aussi, donc maintenant, je... Loïc Lepage est bien à bord du bateau, et il a encore pour entre 20 et 30 jours de navigation avant de retrouver la Terre. Ce sur quoi on peut maintenant se tourner, c'est sur le reste de la flotte. Le reste de la flotte, évidemment, c'est principalement, en tout cas en tête de flotte, Jean-Luc Vandeney. Il est un peu tout seul. Il est à 3000 milles du Cap Horn. Il a fait à peu près un tiers du Pacifique. Et les conditions pour lui, a priori, pour l'instant, voilà, c'est de la croisière rapide, avec une mer pas trop formée, et puis un vent relativement modéré qui sera portant tout le temps, a priori, dans les jours qui viennent. Donc voilà, de la navigation, une belle routine pour Jean-Luc. Mark Slatz, lui, il est à l'approche donc de la pointe sud de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est pareil, pour lui, c'est bientôt la fin de la mer de Tasman. Et il en est très content, parce que quand je l'ai vu ce week-end, il m'a dit que pour lui, au niveau de son tour du monde, quand il aura passé la pointe de la Nouvelle-Zélande, il aura fait la partie vraiment la plus difficile. Et il a hâte de retrouver le Pacifique, parce que c'est son océan préféré. Donc c'est assez rigolo, parce que bon, l'océan Pacifique est quand même réputé pour être aussi assez impressionnant. Mais bon, visiblement, Marc, lui, il a la psychologie pour ce genre d'environnement, ça ne lui pose pas de problème. Et ça l'excite même plutôt pas mal. Donc on a vu qu'il est reparti de Hobart plein d'énergie, très très heureux de retrouver un peu la civilisation, et en même temps très content de repartir. Il a refait le plein de bonnes vibrations, et voilà, depuis apparemment il s'éclate, et il avance bien. Et puis bah, le troisième, c'est Oukou. Oukou, il arrive là cette nuit pour nous, hein, en fin de journée en France. Et bah, Oukou, c'est pareil, il a l'air plutôt en forme, plutôt content d'arriver à ce deuxième drop point, et en troisième position en plus. Donc c'est quand même une belle navigation dont il nous a fait la démonstration. Hein, on n'en doutait pas, mais en tout cas, voilà, il a bien navigué jusqu'ici, et voilà, il va arriver à la moitié de son parcours sur un bateau qu'il n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup tester avant de partir. Donc maintenant, il va l'avoir bien en main, sans problème. Mais en tout cas, voilà, troisième arrivage de la Golden Globe Race ici en Tasmanie, donc à Hobart. Bah, la quatrième, c'est Suzy, hein, elle n'est pas très loin derrière. Et elle, bah, écoutez, elle a des petits soucis de régulateur d'allure, donc elle va essayer de régler pendant qu'elle est là à Hobart. On va voir comment
se termine, mais elle, c'est pareil, elle était très très heureuse dans les derniers mails qu'elle a envoyés de goûter à la douceur des conditions météorologiques après l'épreuve que lui avait donc fait passer cette terrible tempête à laquelle elle a dû s'affronter pendant de nombreuses heures et de laquelle elle est sortie épuisée, les mains vraiment abîmées, mais en tout cas heureuse aussi d'avoir réussi à l'affronter. En cinquième position, bah, c'est Itzvan. Itzvan Kopar, lui, il enchaîne pas mal les soucis techniques. Là maintenant, c'est son unité pardon, d'envoi de messages qui pose un peu de difficulté. Et donc il ne se recharge plus. Alors, on ne sait pas trop si c'est le câble, si c'est l'unité, mais enfin bref, donc on a réactivé sa balise de rechange. Et voilà, donc maintenant il n'a plus qu'une balise, il n'a plus qu'un téléphone satellite parce qu'il y en avait un qui avait été inondé quand il a été roulé dans une vague. Enfin bref, il a toute une série de matériel en moins, le pauvre. Et donc, plus ça va, plus ça se complique pour lui à ce niveau-là. Mais bon, voilà, ça fait partie de la course. Il a encore tout le matériel nécessaire pour communiquer, mais il n'a plus vraiment de rechange. Ensuite, Tapio, bah lui, Tapio, ça avance bien. Il a perdu un petit peu de terrain sur Itzvan. Et chose assez notable, il a mentionné que pour la première fois, le temps était tellement violent qu'il a utilisé un petit système qu'il a mis en place pour en fait régler son régulateur d'allure tout en étant tranquillement installé à l'intérieur de la petite niche qui s'est installée sur son bateau. Vous pouvez voir des photos sur le site internet et ça lui permet de naviguer complètement protégé dans une petite niche en plexiglas toute étroite et de diriger en fait, de régler son régulateur d'allure avec ses pieds à l'aide de cordage. Et donc c'était la première fois qu'il l'utilisait et apparemment ça marche très très bien. Loïc Lepage, on vient d'en parler. Si on devait parler du bateau de Grégor, eh ben, il est toujours à la dérive, a priori. Il dérive entre un nœud et un demi-nœud, toujours vers l'Australie. Quant au bateau d'Abilache, lui, il a cessé d'émettre. Donc difficile de savoir s'il a coulé ou pas. Et ensuite, à la fin de la course, à la fin de la flotte, on retrouve Marc Sinclair. Alors, Marc Sinclair, lui, c'est pareil, il a toujours l'air d'être en mode un petit peu croisière. Là, les derniers renseignements dont il cherchait à s'enquérir, c'était on va dire des hauts fonds éventuels autour de l'île d'Amsterdam. Donc, on n'est pas sûr, mais peut-être qu'il a l'intention de se rapprocher de cette île-là, sur laquelle avait été récupéré Abilash Tommy après sa récupération par les secours. Et enfin, bah, Igor Zaretsky, bah, lui, voilà, il a effectué la réparation de son étai, mais bon, il avance quand même à faible vitesse depuis un moment, donc difficile de savoir s'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais en tout cas, sa vitesse est relativement lente par rapport à la météo dont il bénéficie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on regarde aussi de près. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble de la flotte. Je viens de faire un petit live aussi sur le tracker, donc n'hésitez pas à le regarder, comme ça vous aurez l'explication un petit peu mieux imagée. Et maintenant on va passer aux questions. Donc les questions, il n'y en a pas beaucoup cette semaine, on en a 4, et en fait la première correspond, enfin en tout cas questionne les gréements donc, qui ont disparu tout au long de la course. On en est rendu à 4 maintenant. Et on demande quelles sont les causes du bris de ces gréements. Eh bien, écoutez, on n'en sait rien pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que c'est un fait notable et que des études et des questions vont être soulevées suite à toutes ces constatations. Et voilà, dans les prochains 6 à 9 mois, eh bien, à la fois les gréeurs et toutes les parties concernées par ce genre de problèmes vont être consultées de façon à ce qu'on essaie d'établir un petit peu
un état des lieux pour la prochaine course et mettre en place donc des mesures pour éviter que ça ne se reproduise à nouveau, mais en tout cas, pour l'instant, difficile d'en dire plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va étudier ça de près dès que la course sera terminée et qu'il en sera tiré des conséquences qui seront communiquées donc au moment opportun. Une deuxième question de Lisa Frost Goodall concernant l'eau à bord des bateaux de façon générale. Eh ben, l'eau à bord de bateaux, voilà, il n'y a pas de restriction par rapport au fait, il n'y a pas de restriction sur les bateaux par rapport au volume qu'on peut emmener. Maintenant, les bateaux sont évidemment limités en espace et en moyenne c'est dans les 250 litres, je crois. Donc c'est le volume qu'ont emmené les skippers et ils ont pour mission finalement tout au long de leur tour du monde de récupérer de l'eau. Et c'est là qu'est un petit peu la difficulté parce que là c'est en fonction de la météo et c'est en fonction aussi des techniques éventuelles. Il faut savoir que par exemple Suzy Goodall, elle, quand elle a commencé à récupérer de l'eau, elle s'est rendue compte que la peinture jaune qui recouvrait ses voiles polluait l'eau. Excusez-moi. Polluait l'eau, donc ça représentait une difficulté. Donc maintenant, effectivement, il faut qu'elle récupère de l'eau autrement. Donc il y a tout un tas de techniques qui consistent à la récupérer avec un seau, etc. Mais en tout cas, elle ne sera pas autorisée à récupérer de l'eau. Donc quand elle va arriver là, à la fin du mois à Auckland, sous peine de passer en classe Chichester, ça fait partie des règles de course. Donc voilà, c'est un petit peu la difficulté de cet exercice. Voilà, on part avec un volume fini et on doit se débrouiller avec ça, si ce n'est récupérer de l'eau de pluie. Itzvan, c'est pareil, il a son eau qui est un petit peu contaminée, donc il est obligé de la bouillir et après de la filtrer pour la récupérer. Voilà, il y a tout un tas de moyens de réussir à s'en sortir, mais en tout cas, effectivement, l'eau à bord des bateaux, c'est un sujet. Mais bon, a priori, pour le reste des concurrents, on ne nous a pas signalé de difficultés. Voilà, pour faire un petit état des lieux à ce niveau-là. Une autre question aussi concernant le fait de récupérer un autre concurrent au sein de la classe de la Golden Globe Race. On imagine que, par exemple, si Loïc avait été récupéré par Itzvan, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe que dans ces cas-là, il y a une compensation en temps qui est prévue par rapport au déroutage et par rapport donc au temps qu'a représenté cette récupération. Et puis après, à charge au skipper de déposer le skipper récupéré. Mais là, c'est pareil, ça rentre toujours dans cette logique de défalcation du